Imaginez un instant, pouvoir voir le sang circuler à l'intérieur de nos propres veines, en temps réel, sans la moindre incision. Ça ressemble un peu à de la science-fiction, pas vrai? Eh bien, c'est pourtant exactement ce que permet l'échographie Doppler. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la physique qui se cache derrière cette technologie et vous allez voir, c'est absolument fascinant. Alors, pour bien comprendre cette petite magie, voilà notre feuille de route. On va d'abord revenir sur un phénomène sonore que tout le monde connaît, puis on verra comment les médecins le transforment en une mesure de vitesse ultra précise, on explorera les différents outils qu'ils ont à leur disposition, on apprendra à déjouer les illusions visuelles que ces machines peuvent créer, et enfin, on verra pourquoi la personne derrière la sonde est tout aussi importante que la technologie elle-même. Voilà la question qui va nous guider. Comment un phénomène sonore presque banal se transforme en un outil de diagnostic médical aussi puissant? La réponse est à la fois super simple et carrément géniale. On a tous cette expérience en tête, le son d'une ambulance ou d'un train qui passe, ce fameux Niaoum. Le son qui devient de plus en plus aigu à mesure qu'il s'approche, puis qui devient soudain beaucoup plus grave dès qu'il s'éloigne. Eh bien ça, ce n'est pas qu'une impression, c'est de la physique pure en action, un phénomène décrit au XIXe siècle par un certain Christian Doppler. Et voilà la définition un peu plus formelle. En gros, quand la source d'une onde, que ce soit la sirène du train ou, dans notre cas, des globules rouges en mouvement, bouge par rapport à un récepteur, la fréquence de l'onde qu'on perçoit, elle change. C'est ce décalage de fréquence qui est la clé de tout le système. Bon, c'est bien beau de comprendre le principe, mais comment on passe d'une simple observation auditive à une mesure précise, chiffrée de la vitesse du sang? Eh bien, tout est dans la traduction de ce décalage sonar en mathématiques. Et pour ça, il nous faut une formule. Alors, pas de panique. Cette équation peut avoir l'air un peu intimidante, mais c'est vraiment le cœur du réacteur de l'échographie Doppler. C'est elle qui permet de calculer la vitesse du sang. On va la décortiquer ensemble, tranquillement, élément par élément. Le V, c'est notre objectif, notre Graal en quelque sorte. C'est la vitesse à laquelle les globules rouges sont en train de se déplacer dans une artère ou une veine. Toute la machine est conçue pour isoler et calculer cette seule variable. F0, lui, c'est une valeur qu'on connaît parfaitement. C'est la fréquence de l'ultrason que la machine envoie dans le corps. C'est un peu notre note de référence, notre point de départ, constant avant que le son ne soit modifié par le mouvement. La lettre C représente la célérité, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les ultrasons se déplacent dans les tissus humains. Et la bonne nouvelle, c'est que cette vitesse est incroyablement stable. C'est une autre constante dans notre équation, ce qui nous facilite grandement la tâche. Et on arrive à l'élément le plus délicat, celui qui dépend entièrement de l'opérateur, l'angle Doppler, ou θ. C'est l'angle entre le faisceau d'ultrasons et la direction du flux sanguin. Et c'est un point absolument crucial parce que si cet angle est de 90 degrés, eh bien le cosinus vaut 0 et toute l'équation tombe à l'eau. La mesure devient tout simplement impossible. Cette citation résume parfaitement l'enjeu. En clair, c'est à l'opérateur de mesurer cet angle avec précision et de le dire à la machine. Sans cette information capitale, le calcul de la vitesse serait complètement à côté de la plaque. C'est là que la physique et la pratique clinique sont totalement liées. Maintenant qu'on a le principe de base, voyons comment on l'applique. Parce qu'en fait, il n'y a pas un seul Doppler, mais plusieurs modes, chacun étant un outil spécialisé pour une tâche de diagnostic bien précise. C'est une vraie boîte à outils. On a deux approches fondamentales. Le Doppler continu, c'est comme un micro qui serait toujours allumé. Il capte tout le son sur son chemin. Il est hypersensible, mais il est incapable de dire à quelle distance se trouve la source du son. De l'autre côté, on a le Doppler pulsé. Lui, il est plus malin. Il envoie de courtes impulsions, des pings de sonar, et ensuite il écoute les échos. Ça lui permet de savoir exactement à quelle profondeur il fait sa mesure. Chaque mode a donc son utilité. Pour mesurer des flux très rapides, comme une fuite sur une valve du cœur, on va prendre le Doppler continu. Pour localiser précisément un rétrécissement dans une artère, le Doppler pulsé est parfait. Et pour avoir une vue d'ensemble rapide, une sorte de carte météo du flux sanguin dans un organe, le Doppler couleur est l'outil idéal. Et puis, il y a aussi le Doppler puissance. Lui, il ne s'intéresse ni à la direction, ni à la vitesse. Il se concentre sur une seule chose, l'énergie du signal, l'intensité du flux. C'est un outil incroyablement sensible, parfait pour détecter des flux très faibles dans de tout petits vaisseaux, là où les autres modes n'y voient plus rien. Passons maintenant à un aspect crucial, les limites de l'exercice. La technologie Doppler est très puissante, mais elle peut créer des illusions visuelles, ce qu'on appelle des artefacts, et l'opérateur doit absolument savoir les reconnaître et les corriger. L'artefact le plus connu, c'est l'aliasing. En des termes simples, c'est ce qui se passe quand le flux sanguin va tellement vite que la machine est dépassée. Elle ne prend pas des photos du signal assez rapidement et du coup, elle interprète mal la vitesse.
Le résultat, c'est une image qui semble incohérente, voire complètement fausse. L'analogie est parfaite. C'est exactement le même phénomène que lorsqu'on filme les pales d'un hélicoptère avec un smartphone. On a l'impression qu'elles sont immobiles ou qu'elles tournent à l'envers. Ce n'est pas la réalité, c'est juste que l'appareil n'enregistre pas assez d'images par seconde. En Doppler, c'est pareil. Sa fréquence de mesure, qu'on appelle la PRF, n'est pas assez élevée pour la vitesse réelle du sang. Heureusement, ce n'est pas une fatalité, on peut corriger le tir. L'opérateur peut dire à la machine d'augmenter sa fréquence de mesure ou d'ajuster l'échelle de ce qu'on voit à l'écran. Et si la vitesse est vraiment extrême, la solution ultime, c'est de revenir au Doppler continu qui, lui, n'est jamais dépassé par la vitesse. Et tout ça, ça nous amène à un point essentiel, peut-être le plus important de tous. Une machine Doppler, ce n'est qu'un outil. Pour obtenir une image qui soit juste et interprétable, c'est un véritable art qui dépend entièrement de la compétence de l'opérateur. Pour l'opérateur, c'est un peu comme piloter en avion avec plein de manettes. Le gain, c'est le volume de l'image. Pas assez, on ne voit rien, trop et tout est noyé dans le bruit. La taille de la fenêtre permet de se concentrer sur une zone précise. La PRF, on vient de le voir, doit être parfaitement adaptée au flux pour éviter l'aliasing. Et bien sûr, il y a la correction d'angle, fondamentale pour que le calcul soit juste. Un bon examen, c'est un balai constant entre tous ces réglages. Et parmi tous ces réglages, voici une règle d'or. Au-delà de 70 degrés d'angle entre la sonde et le vaisseau, l'incertitude sur la mesure de vitesse devient beaucoup trop grande. Le résultat n'est plus fiable. C'est la physique qui nous impose cette limite. Un bon opérateur cherchera donc toujours à se rapprocher le plus possible de l'axe du vaisseau pour garantir un diagnostic précis. Et cette phrase résume tout. Comprendre l'effet Doppler, la formule, les artefacts et les réglages, ce n'est pas juste de la théorie. C'est une nécessité absolue pour poser un diagnostic correct, pour interpréter correctement ce que la machine nous montre. La technologie sans la connaissance est aveugle. On est parti du son d'un train pour arriver à visualiser en temps réel les flux sanguins les plus fins. La progression est juste incroyable. Cette maîtrise de la physique des ondes ouvre des portes fascinantes. La question qui reste, c'est donc jusqu'où cette exploration de l'intérieur, sans la moindre coupure, pourra-t-elle nous mener ?